Symphonie Slam est avec nous sur ce plateau aujourd'hui, ce matin. Donc, bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, bien ça va super bien, Aïcha. Oui, j'espère que les embouteillages, je sais. Non, c'est le matin et puis c'est la saison pluvieuse. Oui, il y a ça. Et puis, il y a le fait aussi qu'il y a les élèves qui partent effectivement, voilà, dans les salles d'examen et tout. Donc, c'est beaucoup chargé, la circulation. C'est très chargé. Tout le monde est en moto. Tout le monde veut aller rapidement. Oui, rapidement. Oui. Mais ça va, on a su gérer. On a su gérer, comme toujours. Donc, notre invité du jour, son parcours et sa réalisation, écoutez. Elle a commencé le slam autour de 2020, elle a rapidement gagné en notoriété. Vice-championne nationale en 2020, puis championne en 2021. Elle a aussi été deuxième dauphine Miss Littérature Guinée en 2020. En 2023, elle a brillamment représenté la Guinée à la Coupe d'Afrique de slam et poésie à Bamako, se classant parmi donc les 3 meilleurs engagements de projet. Elle aborde les thèmes forts dans ses textes comme l'émancipation de la femme, les violences faites aux femmes. En 2023 d'ailleurs, elle a participé à une résistance d'écriture, les violences d'une vie de femme. Polyvalente, elle est aussi animatrice radio, voix off et maîtresse de cérémonie. Depuis la rentrée en 2024-2025, elle enseigne le slam dans les écoles, incarnant donc l'éducation artistique jeunesse en Guinée. Fin 2024, elle participera au Festival international du slam et l'humour à Dakar. Un bel exemple et de reconnaissance panafricaine. Son impact, elle est une figure montante du slam en Afrique, présence scénique marquante, texte sensible et engagé, et un vrai message féministe. Elle contribue à créer une nouvelle génération de slameurs en Guinée via son rôle d'enseignante. C'est bien vous? Oui. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'est toujours des surprises sur ce plateau. Donc, depuis 2020, disons 5 ans de 2020 à 2025, ouais. Le parcours, il a été tellement présent. Vous avez été tellement présente sur la scène, oui, nationale qu'internationale, et voir aujourd'hui que vous êtes aussi, en tout cas, vous donnez des cours aux gens en slam. Exactement, oui. Je dirais que de 2020 à 2025, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup, oui. Mais on sait que le slam aujourd'hui est en train de prendre l'ascension. Il commence à prendre la place. Sinon, 2020, 2021, 2022, les gens on se cherchait, comme on dit. Voilà, on se cherchait. Et on sait que par rapport à d'autres pays de la sous-région ou même en Occident, le slam, ça dépend. Ça dépend de chaque pays, de chaque culture. Oui, de chaque culture. Et des moyens en place pour la promotion de la culture exactement. Mais on fait du mieux qu'on peut parce que on a des slameurs engagés, on a des slameuses très engagées et on a de la matière ici. Mais on essaye, chacun de nous essaye de se frayer un chemin et de mettre les moyens en place pour qu'on puisse vraiment élever le slam guinéen. C'est ça. En 2020, c'était quoi le déclic? En 2020, c'était une sorte de s'amuser. De s'amuser. Voilà. Est-ce qu'avant, vous avez pensé à ça un seul jour avant 2020? Non. J'ai jamais pensé à faire du slam, en un mot. Donc, en 2020, c'était pour s'amuser. Voilà. Comme vous l'avez dit dans le parcours, moi, mon rêve, c'était le journalisme, entre autres. C'était ça et rien que ça. Voilà. Mais après, je me suis dit, j'ai pas lâché. En 2023, j'ai fait des stages, j'étais à Évasion et tout. Mais le slam en gagnait en partie parce que on sait que dans le milieu des médias, il faut beaucoup se battre. C'est ça. C'est pas facile. Du tout, C'est pas facile. Je le fais pas dire. Voilà, donc j'ai dit, il faut que je prenne une décision. C'est vrai que je peux suivre 2 lièvres à la fois, mais c'est 2 métiers qui demandent disponibilité et vraiment un don de soi. C'est ça. Donc il faut choisir. Il faut choisir. Et il faut faire le bon choix. Et j'ai choisi à ce moment, il faut faire un choix qui peut impacter ta vie. Voilà, et c'était quoi? Un choix aussi dans lequel, c'est vrai que le journalisme, c'est une passion. Mais un choix qui, lorsque tu es en train de faire ton art ou ta passion, tu te sens bien, tu te sens sans contrainte, tu es libre de le faire quand tu veux,
quand tu veux, à quel moment, et utiliser tout ce que tu as comme moyen, émotion, pour pouvoir partager ton art. D'accord. Donc, vous commencez le slam en 2020. Vous avez commencé par quoi? Déjà, on a participé, j'ai participé, à des ateliers d'écriture, voilà, avec J'Articule, le club J'Articule, puisqu'il y a un club de slam et une fédération guinéenne de slam. J'ai commencé par là et j'ai dit, tiens, et si, par exemple, je participais au championnat national de slam? Donc, l'idée est venue comme ça, j'ai participé au championnat, j'ai été vice-championne, mais je dirais que la première participation, je voulais vraiment être championne. Voilà, championne. Je ne me voyais vraiment pas vice de quelqu'un deuxième, voilà, en fait. Deuxième, donc, je dirais que c'est plus cette compétition qui ça m'a beaucoup touchée parce que je m'y attendais vraiment pas. Moi, c'était la coupe et puis voilà. Mais je dirais que c'était un mal pour un bien parce qu'à cette même période, je participais à 2 compétitions, Miss Littérature et Championnat de Slam. Et de même que là-bas aussi, j'ai été deuxième dauphine. Donc, je crois qu'il y a eu transfert d'énergie, d'aura, tout ça. Mais après ça, j'ai dit, pourquoi pas en 2021 parce que je visais quelque chose d'autre et jusqu'à maintenant, je vise quelque chose d'autre. C'est une carrière. Donc, une carrière, c'est pas juste comme ça, en un coup comme ça, il faut aller et tout. Et c'est vrai que les victoires sont importantes, les compétitions sont importantes, mais qu'est-ce qu'on vise après les compétitions? C'est ça. La compétition, c'est juste, comme je l'ai dit, c'est pour s'amuser. C'est ça, c'est pour s'amuser. Et vous amusiez sur la scène, hein? Sur la scène, s'amuser parce que d'abord, il faut se dire que je suis là et il y a un public et ce public-là doit être fier et au-delà partager les émotions que je transmets. Donc, c'est d'abord ça. Quand on a ça en tête, je viens pour transmettre, je viens pour partager, je viens pour communier avec mon public. Il n'y a plus de barrière et ça devient comme un jeu. Et on s'amuse, tout simplement. Quel a été votre événement sur scène qui vous a le plus marqué? Je dirais mon premier spectacle, mon tout premier spectacle qui s'est fait. Ah, le premier spectacle, voilà. D'accord. Oui, au CCFG. Au CCFG. Oui, on allait en venir tout justement. Voilà, mais avant ça, on va laisser ça un peu d'abord. Donc, avant ça, lors de vos compétitions, quelle a été la compétition qui vous a le plus marqué? C'est 2020. 2020. Même la Coupe d'Afrique de Slam Poésie, ça ne m'a pas fait trop d'effet parce que les règles ont été changées. Donc, moi, je me suis dit, bon, à quoi je participe, c'est vrai, mais il n'y a plus de fun, il n'y a plus de cet esprit de combat, de lutte entre les candidats. C'est trop fade. Et voilà, c'est comme ça, ça a été fait. 2020, c'était vraiment une expérience parce qu'il y avait la crème des slameurs guinéens et c'était vraiment une compétition. Il n'y a pas eu d'autres compétitions comme celle-là, en fait. Et c'est parce que c'était la première fois pour vous ou quoi? C'était la première fois, non seulement pour moi, mais je dirais que aujourd'hui, nous sommes en 2025. Tous les slameurs qui aujourd'hui font des ateliers, participent à de grands événements, c'était avec eux la compétition. Donc, c'était une compétition très rude, avec de très bons candidats, de très bons talents. Donc, c'est une compétition inoubliable, quoi. Après ça, les compétitions sont devenues un peu trop... oui. Pas trop de duels, pas trop de grands candidats, parce que actuellement, dès que tu vois la compétition, tu sais qui est-ce qui va gagner, en fait. C'est ça. Donc, c'est ça, dès au début, hein, voilà, il n'y a pas de... ce truc-là de peps, de lutte et des candidats vraiment qui sont là pour prendre une place. Mais plutôt les candidats qui sont là pour s'amuser, comme vous. Donc, c'est pour dire que, franchement, dans les 5 années-là, vous avez fait fort. Hein? En 5 ans, que vous puissiez en tout cas sortir du lot des slameurs, faire une activité, donner des cours de slam aux gens.
c'est pas donné à tout le monde quand même. Oui, exactement. Et quand vous regardez il y a 6 ans en arrière, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous avez, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas quand même pensé à faire du slam avant 2020, mais à la symphonie slam de 2019? Oui. Moi, déjà, bon, on va revenir parce que actuellement, moi, j'ai décidé, tout simplement, ça, c'est juste une petite parenthèse, j'ai décidé d'ajouter un an à côté de symphonie, qui est Poétesse Nimba. Oui, Poétesse Nimba, oui. Parce que symphonie, slam, on voit, quand on tape, on voit beaucoup de symphonies. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ajouter un truc très original, très africain, mais très guinéen. Le Nimba qui nous représente, qui est au-delà du symbole d'un branding pour un pays. C'est ça. Mais symbole de fécondité, c'est d'abord une femme. C'est la femme qui est le symbole de fécondité. Donc, associer ce nom-là pour dire que symphonie va engendrer ou va accoucher des idées, des vers, non seulement, mais un truc qui va s'inscrire dans le domaine du slam, pas seulement qu'en Guinée, mais au-delà des frontières. Ça, c'est bien vu. Et pourquoi même ne pas enlever symphonie, ou bien parce que vous êtes trop connu quand même sur le nom symphonie slam, mettre directement Poétesse Nimba, parce que c'est plus perçant en tout cas. Oui, mais c'est d'abord symphonie, parce que c'était pensé au début, c'était pensé. Poétesse Nimba, actuellement, c'est un truc que j'ai pris pour m'amuser, j'ai mis en hashtag jusqu'à ce que ça prenne. Je dis pourquoi pas on ajoute les deux symphonies Poétesse Nimba. Symphonie pour représenter ce qui est beau à entendre, ce qui est harmonieux, qui fait référence à la musique. Poétesse Nimba pour marquer ici mon identité culturelle et artistique, pour dire que non seulement j'appartiens à un pays qui est la Guinée, je porte ses traditions, je porte sa fierté, mais je porte aussi une identité artistique qui est du slam engagé, qui est du slam au retour aux sources, qui est du slam qui lutte pour des causes bien fondées. Justement pour ces causes bien fondées. Pourquoi choisir en tout cas l'émancipation de la femme, choisir de parler des violences faites aux femmes? Pourquoi? Bon, je dirais que c'est vrai que c'est tendance, mais chez moi, c'est pas tendance. Chez moi, c'est pas tendance. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille très élargie et où il y avait de la polygamie. D'accord. Il n'y a plus de polygamie. Donc, je sais, en fait, je connais le milieu. J'ai grandi dans cet environnement-là. Donc, je sais comment est-ce que les femmes sont quand elles sont face à des rivalités. Comment est-ce que les enfants grandissent dans ce genre de milieu si ce ne sont pas des enfants préparés. Et je sais ce qui est de la famille recomposée lorsque, par exemple, une part et que l'autre est là pour prendre soin des autres enfants. Même si la maman des autres n'est pas là, les enfants peuvent se lever contre celle qui est là pour réclamer une sorte de paternité, de place de leur maman. Donc, tout ceci joue en fait en ma faveur pour dire que j'ai vécu ça, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de voir des femmes, par exemple, quitter leur famille, venir dans un foyer, rester avec un homme, vivre un concubinage sans avoir de promesses et subir des souffrances, des pires douleurs parce qu'ils aiment une personne. Donc, c'est déjà ça, c'est de dire que au-delà des violences, au-delà de la lutte, c'est de dire aux femmes de reconnaître en fait leur valeur, leur dignité et de savoir où est-ce qu'elles ont envie d'aller parce que le mariage, certes, il est important pour nous, les enfants, c'est important, mais rien ne doit entraver notre liberté en tant que femme. Notre liberté, notre sécurité, bonheur surtout. Notre bonheur. Voilà. Oui, même entraver notre manière de penser. Effectivement, parce qu'il faut se prioriser. C'est ça. Il faut se prioriser. Et lorsqu'on se priorise, celui qui est en face de nous va nous donner de la valeur, de l'importance. Si ça va dire, la personne, il faut que je fasse attention. Hein. Exactement. C'est pas n'importe qui. Mais si on essaye de se plier, il est bien de se plier. Mais de se plier, parfois on se diminue en fait. Et en tant que femme, il faut d'abord connaître sa valeur avant de lutter contre
quelque chose. Ça ne sert à rien de ne pas connaître sa valeur, de ne pas avoir une dignité, une certaine fierté de femme, de ne pas lutter pour notre liberté et après réclamer qu'on nous octroie cette liberté-là. Il faut l'arracher en fait. Et tout ça passe par des cris de cœur, par des appels, mais aussi par une remise en cause des femmes. Vous avez dit tout à l'heure, il faut se plier. Mais il faut se plier pour qui? Voilà, et effectivement. Comment? Pour soi-même. Oui, mais on peut se plier pour une personne. Oui. On sait quand même que la personne ne nous fait ni mal. Exactement. Voilà, une personne qui nous respecte, qui nous grandit, qui met de la valeur sur nous, qui sait ce qu'on vaut exactement. Donc, je pense que c'est... Bon, ils vont dire après, hein, les hommes, hein, après. Non. Oui, il y a certains hommes qui sont conscients de la valeur des femmes. C'est ça, qui bien aussi sûr, hein. sont dans le combat. Mais c'est pourquoi il est important que nous, mamans de la nouvelle génération, il faut qu'on éduque aussi les enfants qu'on aura plus tard. C'est ça. Parce que nos parents ont grandi dans un certain cercle, avec une certaine éducation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des mauvais papas, des mauvais frères, des mauvais oncles. Non. C'est juste qu'ils ont grandi dans un cercle d'éducation où vraiment ils ont tout le plein pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Oui. Il y a certains qui utilisent bien ce pouvoir-là. Mais il y a d'autres, ils l'utilisent vraiment de façon fait vraiment leur différence, c'est la manière d'utiliser justement ce pouvoir. Sinon, tout le monde sait que dans un foyer, ou que ce soit avec notre frère aîné, notre oncle, l'homme aura toujours cette force-là, cette puissance-là. Mais la femme aussi a un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est de faire quoi? C'est d'amener l'homme dans son... Où est-ce qu'elle veut que l'homme aille, en fait? C'est ça. Et ça passe par la douceur, ça passe par connaître sa valeur, ça passe aussi parce que tu sais ce que tu vaux et tu n'as pas à subir certaines violences pour prouver que tu es une bonne épouse, une bonne sœur ou une bonne mère. Et surtout, femme est synonyme de douceur. Voilà. Quand tu as ta femme. Homme, c'est plus lourd que femme. Oui. Donc, tu vois. Exactement. Donc, justement, on espère franchement que toutes les femmes comprendront et que la nouvelle génération aussi de femmes, parce que cette nouvelle génération-là est en train de mener un combat noble. Un combat très noble. Voilà. Ça Mais passe. ne pas quand même abuser, exagérer. Vous avez mis l'accent tout à l'heure sur l'éducation. Oui. Peut-être que ce que nos parents ont vécu, nos grands-pères, nos grands frères, parce que maintenant, là, ça commence un peu à changer. La mentalité, je veux dire. Il faut que nous, les nouvelles mamans de la nouvelle génération, comme vous l'avez dit, je vous prête le mot, qu'on casse ce mythe aujourd'hui, qu'on évite de transmettre ce que nous, on a reçu. Ce que les grands frères ont reçu, qu'on évite de transmettre ça aux enfants. Que l'on dise réellement aux petits-enfants, parce que tout commence à bas âge. Hein? Oui. Tout commence à bas âge, que ce soit l'éducation physique, que ce soit l'éducation mentale, l'éducation familiale, etc. En tout cas, tout commence à bas âge. Il faut vraiment dire aux petits garçons, c'est ci, c'est cela, il faut respecter la femme, il faut faire ci, il faut faire ça. Aux petites filles, il faut faire ci, il ne faut pas dépasser tes limites. En tout cas... Tout passe par l'éducation. Tout passe par l'éducation, et surtout l'éducation de base. Oui, et l'environnement aussi dans lequel l'enfant grandit, parce qu'un enfant qui tape, un époux qui tape, il a tapé parce qu'il a vu. Oui. Ou il a grandi dans un milieu où on tapait, et pour lui, taper, c'est normal. C'est normal. Il n'y a rien à prouver, c'est normal que je tape parce que mon père l'a fait. Ma mère n'est jamais partie, elle est restée. Elle est restée, justement. Donc, c'est celle que j'aurai, elle doit supporter parce que c'est normal de taper une femme. Oui. Et après, on dit, bon, si tu me tapes, je vais partir. Tu ne peux pas partir nulle part parce que ma maman est restée. Donc, toi, si tu vas rester. Tu vois, il y a ça déjà dans leur tête. Oui, mais je sais que les femmes aussi, nous sommes très complexes parce qu'on aime grandir dans des environnements toxiques. Par exemple, il y a des associations, des ONG qui vont venir vers les victimes et vouloir vraiment qu'elles dénoncent. Les aider. Mais ça passe pas. Il faut que la victime se rende compte qu'elle est en train de vivre et puis qu'elle soit consentante. Une violence. Mais parfois, il y a le déni. Où il y a le milieu toxique de ce foyer-là qui amène la victime à dire que c'est normal, ou la victime maintenant se dit c'est de ma faute. Oui. C'est moi, c'est parce que je suis le problème qui Je suis le problème parce que j'ai crié. Et tout ça,
ou j'ai fait quelque chose. C'est à force de manipulation, de toxicité, que la victime se dit « Ah, c'est moi le problème, donc c'est normal qu'il me tape. » Et ça doit s'arrêter. Hein? Donc, oui. On va directement aller sur ce que vous avez fait au Centre culturel franco-guinéen. Donc, je ne sais pas, un beau matin, vous vous êtes dit, bon, il faut que j'organise quelque chose. Comment ça s'est passé? Non, ça c'est un bon matin, il faut que j'organise quelque chose. C'est un peu parole de quelqu'un qui vient de commencer. De commencer, c'est ça. Qui veut faire une chose à une tout chose, va. oui, pour impacter. Non, c'est pas le but. Déjà, je me suis dit, j'ai commencé en 2020, de 2020 à 2025. C'est 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup, mais niveau carrière artistique, 5 ans, c'est pas beaucoup. 5 ans, quand je dis à quelqu'un d'autre qui est en face de moi, qui fait du slam 5 ans, c'est côté primaire, tu es en train d'apprendre, tu es en train de connaître le milieu, tu t'aventures sur un chemin et tout. Donc, je me suis dit, je veux faire carrière dans le slam. Je veux être une artiste slameuse et c'est ce que je suis. Il faut que je fasse quelque chose, je pose un acte pour dire que je l'ai fait. Ouais. Voilà, ça commence. J'ai commencé quelque chose et pour ça, ça passe par quoi? Par un spectacle. Bon, tout le monde n'a pas les mêmes chemins. Certains, par exemple, ils vont aller en studio ou faire sortir un slam, un EP, comme certains artistes. Mais moi, j'ai dit que j'ai envie de faire un spectacle vivant. Un spectacle de slam vivant sur la scène du Centre culturel franco-guinéen. Et première femme slameuse à faire un spectacle au Centre culturel franco-guinéen. Sold out, c'était vraiment quelque chose de magique. Et je l'ai pensé et j'ai eu des personnes à côté de moi qui ont cru en moi et avec qui je l'ai fait. Et pour ça, je dis un grand merci à Sopedro, peut-être vous le connaissez, qui est mon metteur en scène, à mon directeur artistique, H. Amadou Baba Sissoko, qui est du côté de Bamako, à toute mon équipe, à toutes ces personnes-là qui ont travaillé sur ce projet, parce qu'on l'a fait aussi au Centre culturel franco-guinéen, parce que c'est pas vraiment évident, mais ils ont cru, ils ont dit oui, on va faire du slam. Et comme on le dit, il faut bien s'entourer. Voilà, on va faire du slam et les gens vont venir regarder ce spectacle. Et ce spectacle s'appelle Shege. Shege, un terme qu'on utilise beaucoup en Afrique centrale, qui fait référence aux enfants de la rue. Mais dans ce contexte, dans d'autres définitions, Shege veut dire problème. Pour moi, Shege, c'est des problèmes qu'on rencontre, que ce soit dans la société ou ailleurs. C'est pourquoi le premier texte de Shege, c'est mis sur les enfants de la rue. Les Kuluna, on a entendu parler au Congo. Certains Kuluna tuent, entre griffes, mais d'autres n'ont pas été dans la rue parce qu'ils le veulent. Il y a un phénomène très récurrent en Afrique centrale, précisément dans les 2 Congos, où lorsque ton enfant naît et qu'il y a des mauvais présages dans la famille, on dit que ton enfant est un enfant sorcier. Donc on oblige, c'est pas seulement que au Congo, mais souvent il y a des mamans qui font naître des enfants, par exemple, qui traînent au sol, on dit que ce sont des enfants serpents, il faut aller jeter l'enfant. Donc ce phénomène est très récurrent là-bas, où des enfants comme ça se retrouvent dans la rue, parce qu'ils ont été accusés de sorcellerie. Il y a quel cours pour démontrer qu'ils sont sorciers? Non, mais des mères y croient parce que la tradition ou la coutume l'a dit. Et ces enfants-là deviennent après des Shege, des Kuluna, des microbes en Côte d'Ivoire. Certains tuent, des filles qui se retrouvent dans des situations à devenir des prostituées. Donc Shege, c'est un cri de cœur, c'est un appel à l'aide. Parce que dans Shege, il y a plusieurs problèmes qui ont été démontrés, les violences basées sur les femmes, avec Binta, Shege, Nuit noire, nuit étoilée, pour étaler vraiment les rapports entre gouvernants et gouvernés. Beaucoup de thématiques, mais très engagées, parce que c'est ça Shege. Et au-delà de Shege, ce que nous, on veut faire avec Shege, pourquoi on a fait ce spectacle, c'est de participer à des festivals, de candidater
de tourner avec le spectacle, de faire voir le spectacle au-delà des frontières et de connaître l'artiste, mais aussi la matière grise qu'elle a. Ça, c'est bien. Et c'est une édition, hein? C'est la première édition. Oui. Chaque année, on va le faire. On va le faire. Il y a des personnes déjà qui sont là, parce que mon metteur en scène, il m'a dit, est-ce que tu as commencé, tu as lancé la balle, est-ce que tu es prête à jouer? Je lui dis oui, on va le faire parce que c'est le premier spectacle qu'on a eu, mais il faut encore rejouer ce spectacle-là. C'est ça. Il faut le rejouer, il faut ajouter du peps, des épices pour que ça soit encore plus attrayant. Oui. Voilà, et encore rejouer, créer des spectacles encore et aller sur scène parce que c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on veut transmettre. Est-ce que ça sera avec un thème différent que l'autre? Oui, un thème différent, tout va dépendre de l'inspiration, de qu'est-ce qu'on veut partager avec notre public. Mais déjà, Shegui, c'est un très grand spectacle avec de textes profonds, avec une mise en scène hors pair. Donc, on va jouer ce spectacle-là parce que les artistes doivent comprendre que c'est pas le fait de multiplier les spectacles ou d'aller toujours en création qui va le permettre d'aller plus haut. Il est très important de tourner, de montrer un spectacle parce que le spectacle, il a été montré en Guinée. Mais est-ce que d'autres personnes l'ont vu? Non. Abidjan, Dakar, Cotonou, Lomé, il y a plein de pays qui doivent voir un spectacle. Et on peut tourner avec un spectacle toute sa vie. Mais comme nous sommes des artistes, nous sommes dans l'obligation de créer et de montrer une autre facette de nous. Donc, il y aura d'autres spectacles, forcément. C'était votre premier spectacle. Comment a été votre émotion quand vous organisiez déjà l'événement? Et après l'organisation, après l'organisation en scène, comment ça s'est passé sur la scène? Quand vous êtes rentrés, parce que je pense que j'ai vu sur Facebook un petit truc comme ça, là, quand vous êtes venus sur scène, il y avait, je pense, il y a des gens qui vous attendaient. Je ne sais pas si j'ai bien vu ou pas. Expliquez. Je dirais que pression, parce que c'est ma première fois. On organise des spectacles avec des amis slameurs, après des ateliers d'écriture, mais ça, c'est une autre sensation, c'est une autre scène. C'est pas la même scène qu'on côtoie tout le temps. Par exemple, la scène de l'université Kofi Annan, c'est pas la même chose en fait. Non. Ça, c'est le centre culturel franco-guinéen. Je dirais que c'est une scène de validation. C'est une scène où quand tu dis, moi, j'ai fait le centre culturel franco-guinéen, mais il y a un respect. En plus, avec Sold Out. Hein, voilà, attention. Il y a un respect. Il faut faire son propre attention. Voilà, il y a un respect et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Oui. Pression, certes, parce que c'était la première fois. Et l'organisation, ça n'a pas été avec, quand je dis, j'ai travaillé avec des professionnels de la scène, mais l'équipe, c'est des gens des amis, des personnes qui croient en moi, des anciens collègues. Vraiment, et même dans le spectacle, c'était des gens que je connais, avec qui j'ai dit, on va le faire. Toi, je veux que tu sois sur scène, j'ai envie de te montrer. Tu as de la matière grise. C'est vrai que tu ne fais pas de l'art, mais il faut que tu montres ce que tu as. C'est ça. Donc, c'était une équipe pas vraiment expérimentée, mais avec qui on a fait de grandes choses. Et sur scène, c'était vraiment magique. Il y avait le stress. Ça, c'est naturel. C'est très naturel. C'est naturel, bien sûr. Mais c'est comment est-ce que tu gères ton stress. Et franchement dit, le spectacle, il a fait, on a dit que c'était 1 heure de spectacle. On a respecté l'heure. On a fait le spectacle. Après, les gens me disent, mais c'est vite fini. J'ai dit non. Non, on a dit, c'est un spectacle, c'est pas un concert. Ouais. Un spectacle est différent d'un concert. Un spectacle, il y a un fil conducteur. On sait qu'on va rentrer ici et qu'on va sortir là-bas. Ça va nous faire 30 minutes. C'est fini. Ouais. Un concert, ça peut aller jusqu'à 2h, 2h30. Maintenant, après, quand le spectacle est revisité, qu'on le rejoue, on ajoute des éléments pour que ça soit peut-être 1h30, mais c'est allé tellement rapidement que moi-même, franchement, après je dis, mais attends, c'est vraiment fini.
Et c'était fini. Et aussi, c'est parce que c'était captivant que les gens ont dit, ah, c'est fini, c'est vite fini. Certains sont venus en retard. Ils sont venus quand on était en train de faire les photos, en fait. Ah non, il n'a pas intérêt. Vraiment? Oui, franchement. Parce qu'on a dit que le spectacle commençait à 21h00. Le Guinéen ne respecte pas l'heure. Il ne respecte pas l'heure du tout. Ils sont venus en retard. Après, ils m'ont dit, mais attends, c'est fini? J'ai dit oui. Moi, je vous ai dit, parce que chaque fois, à l'approche du spectacle, j'ai signifié, venez à l'heure. Parce que les gens avec qui je travaille, le metteur en scène... Non, l'heure, c'est l'heure. Hein. L'heure, c'est l'heure. C'est un truc qui est calculé. Ouais. C'est pas, on va pas venir faire un truc où on va vous attendre pendant 30 minutes pour que vous soyez là. Non. Donc, c'était vraiment une expérience que j'ai envie de vivre encore plusieurs fois. Le stress, la colère parfois, le fait de se la dire... panique. Voilà. Il faut mettre ça à la place de ça. Il y a tout pourquoi ça n'est pas ici? Pourquoi ça n'est pas là? Il faut venir. C'est vraiment quelque chose de sensationnel parce que la scène nous réclame tous et il faut toujours qu'on essaie de revivre, d'aimer revivre ce stress-là. Et ce stress-là, je pense que c'est tellement important parce que quand ça finit, vous vous asseyez et vous dites « Ah, j'ai pu le faire hein, avec tout ce que je me suis dit. » C'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Oui, c'est Quel fini. ouf de soulagement. Ouais. En tout cas, ça te donne encore une autre énergie de reprendre. Exactement. Bon, je me suis fait du souci pour rien quand même. Hein, et c'est vite passé. Et la première fois, toi, tu vas te dire, tu as bien fait. Après, quand tu vas faire d'autres spectacles, tu vas te dire... Mais le premier, il était nul. Non, oui, il était nul. Il était nul. Mais regarde-moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Justement, c'est l'expérience qui parle cette fois-ci. C'est ça. Et vous savez, les premiers événements sur scène, ça vous ouvre le monde. Oui. Oui. Ça vous ouvre le monde, vous avez plus de visibilité, vous avez plus d'expérience, plus de retours. Franchement, tu as commencé, mais améliore, fais ci, fais ça. Voilà. C'est et très tu important. critiques moi. Oui, tu critiques ça. moi. Moi, je critiquais pas avant, mais je me disais que ce que les artistes faisaient sur scène, c'est facile en fait. Je dis, mais ça, c'est pas compliqué, tu viens, tu fais, tu pars. Et c'est quand tu es sur scène que tu sais que quand j'ai fini ça, c'est pas facile. J'ai dit aux gens, respectez les artistes, respectez-les. Qu'ils soient en herbe, qu'ils soient en chemin, en train de se frayer un chemin, qu'ils soient confirmés, qu'ils soient professionnels, respectez les artistes parce que c'est un boulot, c'est un grand boulot. Vous ne savez pas ce qui se fait derrière. Il y a le stress, il y a plusieurs personnes qui travaillent, peut-être même sur 5 minutes de prestation. Et lorsque l'artiste te dit que moi, c'est à ça que je dois être payé. Et on dit, ne discute pas. Donne l'argent de la personne pour que cette personne-là fasse un bon boulot et preste bien. Parce que tu ne veux pas le beurre et l'argent du beurre en même temps. Non. Tu dis à un artiste que tu veux quelque chose de pro, de beau, de spectaculaire. La personne te donne le prix de cette chose-là qui est vraiment merveilleuse et tu discutes ou tu minimises son travail. Non. Ça sera dommage. Il ne faut jamais minimiser le boulot de quelqu'un qui crée, qui pense, qui cherche par exemple, les sculpteurs, par exemple. Hein. Vous voyez au jardin 2 octobre, il y a ces messieurs, vous allez voir par exemple le Nimba. Ah, il est beau, il est mignon, vous le déposez. Il est beau, il est mignon, ça a pris combien de temps, monsieur? De couper déjà du bois, de donner la forme. De cirer, si je ne sais pas si on appelle comme ça, voilà, de cirer, de mettre les vernis, de bien décorer, de mettre l'œil du Nimba, ses cheveux, les pieds. Après, quand tu pars, tu peux voir qu'ils ont fait 3 jours sur un seul chef-d'œuvre, justement en train de le faire. Après, c'est déposé, c'est beau. Ah, il te dit, bon, c'est 150 000, 200 000. 200 000, mais c'est trop. Et tu n'as pas calculé son temps, tu n'as pas calculé le matériel. Le génie qu'il y a derrière, l'engagement, la motivation, tout ça se paye. Ça se travaille. Justement, tout se paye. Il faut vraiment que les gens comprennent ici et ailleurs qu'un artiste doit être vraiment traité à sa juste valeur. À sa juste valeur, oui. Voilà. C'est vrai qu'on aime les méga stars. On aime s'associer parce qu'il y a de la visibilité à côté de celui qui est en vogue, tout ça.
mais il est important de franchement donner aussi de la place et de la valeur à tous ces artistes-là qui commencent ou qui sont en train de vraiment se frayer un chemin. Et vous, de votre côté, il y a les caméramans, il y a celui qui a écrit la scène. Je ne sais pas comment ça se passe réellement. Excuse-moi si je déforme. Non. Voilà. Déjà, il y a celui qui écrit le spectacle. Le spectacle, c'est l'artiste. Oui. C'est l'artiste. L'artiste écrit son spectacle. Il écrit les textes. Il écrit tout. Ouais. Ces textes. Tout ce qui doit se passer. Il dit, moi, c'est ce que je veux. Il remet au metteur en scène. Quand il remet au metteur en scène, ce n'est plus son spectacle. C'est le spectacle du metteur en scène. Parce que toi, tu as écrit. C'est le metteur en scène qui donne vie à tes textes. Donc, il fait de tes textes ce qu'il veut. Il peut te dire, cette partie-là, on l'enlève. C'est pas important, ça fait trop long dans le spectacle. Tu l'enlèves. Parce que c'est lui qui donne vie. C'est la pièce de théâtre. Et déjà, il faut faire confiance à ton metteur en scène. Oui. Parce que c'est lui qui manipule, en fait, tout ce que tu vas faire sur scène. Il te dit, c'est ici que tu dois être là. Tu dois être ici. La lumière va venir sur toi. C'est vraiment... Le spectacle, c'est tout un boulot. Tout un boulot. Il y a des il y a le son, il y a la vidéo, il y a celui qui va être là pour faire la captation, comme on dit. Il y a l'ingénieur de son qui est en haut. Il y a celui qui suit, celui qui fait la lumière. Il y a le scénographe qui va vraiment travailler sur tout ce qui doit être sur scène, les éléments. Il y a le directeur artistique qui va vraiment révéler ta personnalité artistique pour te dire que toi, ce genre de texte ne te vont pas, ce registre ne te va pas. C'est ça qui est bien, c'est ce qui colle avec ta personnalité. Ouais. Que ce soit l'habillement, voilà, la façon de parler, tout, la coiffure, tout ça. Tout ça, parce que ça compte dans ça l'identité artistique. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre? C'est ça, c'est ce qui va te différencier des autres. Parce qu'au-delà de ton talent, qu'est-ce que tu as? Quelle est l'aura que tu veux nous transmettre quand tu es sur scène? C'est ça. Parce que tout le monde a le talent, mais c'est certaines personnes qui ont l'aura de la célébrité, d'être une star. Parce que quand tu vois une star, ça se sent. Ça se sent, oui. Ça se sent, ça se ressent parce que il y a quelque chose que la personne il y a une dégage. Connexion. Voilà. Exactement. Quand la personne passe, il y a quelque chose qui dégage, que ce soit son charisme, lorsqu'il va prendre le micro, que ce soit pour chanter, pour parler, pour faire un poème, tout ça, ça dégage. Donc, le metteur en scène, il va transformer carrément tes textes. C'est lui qui va donner vie à tes textes. Mais l'artiste doit écrire. C'est lui qui écrit. Parce que c'est à travers ça que le metteur en scène pourra imaginer qu'est-ce que tu as envie de transmettre. C'est pas, tu vas pas te taire, tu vas écrire et tu donnes. Bon, il y a certaines personnes qui écrivent et qui donnent. C'est le metteur en scène qui doit tout penser. Non. En tant qu'artiste, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Lorsque tu sais ce que tu veux, tu facilites le travail aux autres. Parce que tu dis que moi, ici, j'ai envie de transmettre ça. Je veux qu'on fasse comme ça. Le metteur en scène va te dire, OK. Et il faut aussi avoir des personnes ouvertes qui acceptent tes idées et qui aussi qui peaufinent cela avec aussi ce qu'ils ont comme matière grise, en fait. Et donc, surtout travailler ensemble, c'est vraiment le plus important. Toute une équipe. C'est pas seulement l'artiste. Et il est important que l'artiste soit reconnaissant pour ça, parce que ceux qui sont derrière font du gros boulot. Du gros boulot. Gros et nous, on voit que le produit fini. Voilà. Après, on se met à critiquer. Ah, ça là, en tout cas. Voilà. Moi, j'ai pas aimé, en tout cas. Mais quand tu t'assois, tu te dis, la fille a quand même dépensé. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ça. Beaucoup de personnes. Et il y a vraiment toute une machine derrière pour pousser l'artiste, pour le mettre en avant. Parce que c'est lui qui est devant. C'est ça. Il faut que lui aussi porte aussi son équipe avec lui. Est-ce que vous viviez de votre art? Moi, je dirais oui. Pleinement? Quand je dis pleinement, ça, c'est vraiment trop dit. Parce que si on dit pleinement, c'est que je ne serai pas là.
J'essaierai peut-être de... Mon pleinement cette fois-ci, est-ce qu'il n'y a que ça? Vous ne vivez que de ça? Oui, actuellement. Je ne vis que de ça. Maintenant, abondamment? C'est ce que vous voulez dire comme ça. Je ne vis que de ça actuellement. Voilà, mais j'ai envie que ça soit vraiment abondant. Mais rien ne me dit ou ne me pousse à ne pas aller embrasser d'autres choses. Ou d'aller en tout cas, avec à le la slam, rencontre. elle n'a pas signé d'exclusivité. Voilà. Parce que mon directeur artistique le dit, c'est très important de faire l'art. Mais il y a quelque chose aussi qu'on doit admettre, que tout artiste ne doit pas oublier. Je peux réussir comme je peux ne pas réussir. C'est ça. Et dans tout métier. Hein? Dans tout métier. Oui. On ne sait pas. Mais on a une certaine positivité. On reste optimiste que ça sera bon. Mais il ne faut pas aussi refuter la thèse selon laquelle ça peut ne pas réussir. Mais comment est-ce que... Voilà. Comment est-ce que je change de cadre, je change de filière quand je suis une artiste ou quand je suis un artiste. Un artiste, c'est pas seulement que chanter, c'est pas seulement que slammer. Non. Un artiste, il porte un combat. Quel est ton combat? Quelle est ta lutte? Au-delà de cette enveloppe ou de ce blason d'artiste. Qu'est-ce que tu portes comme combat? C'est déjà ça. Et ça va te permettre de savoir où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux vraiment faire au-delà d'être une artiste ou un artiste. Mais ça va. Ouais. Ça va. Ça va, hein. Ça va. Puis, il faut aussi choisir, moi je le dis, parce que vous êtes quand même slameuse avant d'être autre chose, une autre personnalité. Donc, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, si un travail vient, ça peut entraver votre métier de slameuse? Ou vous mettez ça avant le travail? Le choix, c'est là que j'ai parlé de choix. Je ne le mets pas avant le travail. D'accord. Mon travail, si mon travail vient, je vais signifier, écoutez, moi je suis une artiste. Peut-être vous m'avez recruté, vous aimez ce que je fais. Mais je vous le dis, je suis une artiste. Donc il y a des moments où je ne serai pas là. Il y a des moments où j'aurais envie de vivre de mon art. Parce que lorsqu'on a l'esprit d'artiste, ce n'est pas un esprit libertin. Mais c'est un esprit qui... On est un peu comme des fous, en fait. On fait ce qu'on veut. On a envie de faire ce qu'on veut. On ne veut pas être dirigé. C'est ça. On veut, être dirigé, mais s'asseoir, par exemple, dans un bureau, être restreint. Moi, je comprends être dirigé. Voilà. Je comprends. Mais ça ne va pas entraver. Je vais l'accepter, mais je vais faire connaître, par exemple, à la personne qui m'emploie que je suis une artiste. Si la personne pense que c'est bien pour son entreprise, on y va. Si c'est pas bien, moi, je choisis mon slam d'abord. D'abord. Et jusqu'à ce qu'on trouve, en tout cas, un travail qui peut coller... qui peut te donner ta liberté, en tout cas, d'exercer ton métier. Exactement. Et moi, je crois qu'il faut être véridique avec les gens. Lorsque tu pars dans un boulot, si tu fais autre chose, si tu es artiste, signifie-le. Tout simplement, s'ils pensent que ça va dans leur corps. Et puis, il y a des artistes qui travaillent. Il y a des artistes qui font d'autres activités à côté. Ça n'entrave en rien. Ça, c'est bien. Alors, il est 9h12. Dans cette, nous sommes donc dans la matinale Le Réveil de Kadi, cette rubrique Le Grand Entretien. Je suis avec Symphonie Slam, moi je dirais poétesse Nimba. Oui. Qui passe, donc je pense que Symphonie, poétesse Nimba, c'est un peu long pour moi. Moi je prends poétesse Nimba. D'accord. Donc, qui est purement guinéen. Alors, nous allons aller avec la deuxième phase de ce grand entretien que le confessionnal, tout à l'heure après ça. Ah, le confessionnal, est-ce que vous vous y attendez? Un peu. C'est pas confessionnal de truc là. Non, je m'y attendais pas, mais bon, on se lance. D'accord. En tout cas, c'est pour des questions un peu plus propres à vous. D'accord. On va aller. Ok. Qui vous êtes à la maison? Dans la rue? À la maison? Qui je suis à la maison? En tout cas, oui. Qui vous êtes? Une personne ordinaire, simple,
qui vit dans son coin, tranquille, posé. Et voilà. Casanière ou pas pas casanière. Moi, j'aime très bien sortir. Très, très sortie. Mais j'aime, en ce temps-là, en cette saison de pluie, rester avec mon téléphone, me faire un Netflix, c'est ça. Manger, commander de la nourriture parce que, franchement, cuisiner... c'est pas son fort, hein? Bon, c'est bon fort, mais je vis seule, donc je me dis que j'ai pas besoin de nourrir quelqu'un. C'est ça. Donc, il n'y a pas... Ça, je cuisine quand je veux, quoi. Merci. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, vraiment. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a que mon ventre, il n'y a pas notre ventre à nourrir. Donc, ordinaire comme tout le monde. D'accord. Et voilà. C'était quoi votre rêve d'enfant? Être journaliste. Depuis toujours. Depuis toujours. Présenter le journal parce que il y a des personnes qui m'ont vraiment, vraiment inspirée. Parce que j'ai fait toute mon enfance à Abidjan. J'ai grandi là-bas. J'ai eu le bac en Côte d'Ivoire. Et je suis rentrée en Guinée en 2017. Du coup, il y a des figures vraiment des médias qui m'ont beaucoup influencée là-bas. Et c'est ce que je voulais faire depuis toute petite. De là-bas à ici, cette transition déjà. Donc, oui, votre famille est là-bas? Oui. Pourquoi vous êtes venu en Guinée? La question, là, on me la pose tout le temps. Pourquoi je suis venue en Guinée? Déjà, mes parents sont là-bas. Généralement, mon père, il a une petite idée très, très mesquine qu'il aime bien. Lorsqu'on a le bac, il nous dit que moi, j'ai bien envie que vous rentrez, que vous allez connaître votre pays. Et vous avez aussi quelque chose à apporter là-bas. Et moi, je pense que là-bas, vous serez bien. Parce que c'est chez vous. On est toujours mieux chez soi. Allez-y, connaître. Et après, voilà, si la providence le fait, voilà, moi, c'est comme ça. Sinon, j'ai des sœurs qui ne sont pas ici. Et sont restées à Abidjan. Mais moi, comme j'ai dit que je suis dans un truc polygamique, qui n'est plus polygamique. Je suis l'aînée je suis le premier geste de ma mère. Donc, il y a aussi ça. Tu es l'aîné, il faut que tu rentres, moi, j'ai bien envie que tu ailles. Donc, c'était un peu un chantage émotionnel. Voilà, de la part de ma mère. Pas de mon père, parce que mon père, il est très flex, très free dans la tête. Il t'impose rien. Mais on connaît tous les mamans. On connaît tous les mamans. Donc, c'est ce qui m'a poussée vraiment, vraiment à venir. Sinon, au départ, c'était pas vraiment mon idée de venir. D'accord. C'était vraiment pas... Et finalement, il y a l'enfance, il y a tes amis. Quand tu quittes un endroit pour un autre, c'est comme ça. Après, tu te dis, qu'est-ce que je vais aller trouver devant moi? Voilà. Il y a cette peur du changement, Du etc. changement. Est-ce que ça sera bien? Est-ce que je vais vraiment trouver mon compte? Mais je dirais que ça va. En tout cas, actuellement, si tu me dis, je peux aller à Abidjan faire des vacances et tout, mais aller travailler pour m'installer, je ne peux pas. Parce que c'est... Quand je suis à Abidjan, j'ai tout de suite envie de rentrer à Conakry. Directement. Voilà. Il y a quelque chose déjà qui vous attache à la Guinée. Exactement. Et je me suis habituée. Et j'aime bien. J'ai pas envie de... Et finalement, les parents avaient raison. Non. Mais si, hein, dans votre compte quand même. Bon, c'était... On peut le dire. Jouer au ludo, hein. Non, du tout. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, il ne le savait pas aussi. Moi aussi, je ne savais pas. Oui, en 2017 quand même. Hein, 3 ans avant. 3 ans. Avant mais ça va, j'ai trouvé mon compte et puis bon, on est là. Et c'est la vie, quoi. Voilà. En tout cas, merci aux parents. Moi, je vais dire comme ça. C'est quoi votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de ne pas atteindre, par exemple, les objectifs que je me suis fixés ou les rêves, mes rêves. Et ces rêves-là, c'est vraiment porter mon art, être ce que je pense être ce que j'ai rêvé d'être, être ce que chaque fois quand j'écris un texte,
que j'ai envie d'être. Est-ce que... M'éloigner de cela, en fait. Ah, ça va pas arriver. Hein. Ça va pas arriver. Voilà. Est-ce qu'il y a un mot que vous vouliez dire un jour à quelqu'un que vous n'avez pas dit, mais qui est dans le cœur, que vous voulez dire? Ça, c'est question. Hein? Ce qu'il y a ici, oui, que j'ai envie de dire à quelqu'un, mais que je n'ai jamais dit. Eu l'occasion de le dire. De ou, le dire. Ouais. À qui je m'adresse? N'importe qui, que ce soit un parent, un ami, un frère, quelque chose comme ça. Waouh. Bah, je dirais... Ou une copine d'enfance, là, avec qui tu t'es battue, hein, tu vois. Moi, je me suis pas battue. Mm-hmm. De toutes les façons, j'ai pas de force. Donc, ça va. Mm-hmm. Je m'éloigne juste. Je mets des distances et puis ça part. Mm-hmm. Ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est de dire que si j'avais su, j'aurais bien fait les choses. Par exemple, j'aurais pas été impulsive. Oui. J'aurais vraiment réfléchi à tête reposée pour faire bien les choses. C'est ça. Voilà. Mais c'est la vie. Et puis, c'est été fait et puis on passe à autre chose. C'est en même temps un conseil. Oui. Avant de bondir sur une situation donnée. Il faut d'abord prendre du recul. Et il faut tempérer. Exactement. Il faut tempérer, prendre du recul, prendre du temps, s'asseoir, réfléchir, se dire, est-ce que si je fais ça, ça en vaut la peine? Est-ce que si je fais ça, ça ne va pas blesser une personne? Ça ne va pas gâcher une longue amitié? On est en train de partager. Justement. Donc, à tête reposée. Et puis, ce n'est pas fait pour tout le monde aussi, mais ce sont des erreurs de la vie, ça arrive. Oui, hein. Et ce sont des choses, après, on apprend à être calme, oui, à essayer de se dire, c'est pas la peine d'en parler, à passer sur des choses vraiment qui vont donner du fil à retordre, des réflexions à n'en point fini. Moi, je dirais que lorsqu'on est chaud, par exemple, si tu sais que tu as une personne vraiment, une bombe à retardement, et que tu vois la chose venir... Il faut t'éloigner. Tu t'éloignes. C'est ça. Tu rentres, tu réfléchis à tête reposée. Si tu veux faire 2 jours sans parler à la personne, après, tu reviens, tu parles quand tu es sobre, quand tu es bien, quand tu es tranquille. 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. 3 de mes qualités. Intelligente. Ça. Gentille. Très compréhensive, généreuse. Mes défauts, impulsive. Je fais beaucoup attention aux détails. Aux détails. Très, très... Voilà. Perfectionniste, disons. Oui, ben, je garde beaucoup l'œil sur les détails. Rancunière. Très rancunière. Très, très rancunière. Je suis taureau. Voilà, très rancunière. Têtue aussi. J'aime faire ce que j'ai envie de faire. Mais est-ce que des fois, la têtutesse, ce n'est pas je dirais un bon défaut, hein? Parce que bon, le défaut, il est mauvais, mais un bon défaut. Il est bon parfois, parce qu'il te permet de faire ce que tu as envie de faire. Oui. De t'en foutre un peu de la vie des autres. Et surtout, sans que tu ne sois influencé par les dires. Négativité, dans le sens où tu peux voir quelque chose de mauvais, mais tu t'obstines à vouloir le faire. Oui. Et là, tu rentres plein dans le mur et voilà, tu te cognes la tête. Et puis, ça te fait une expérience. Hein? Oui. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Ce que les gens pensent, ben, je dirais que moi, je ne fais pas trop attention à ça. Mais il y a quand même... positif comme négatif. Oui. Voilà, de toutes les façons, on ne peut pas être aimé de tous. C'est impossible. Celui qui est aimé de tous, il est hypocrite, tout simplement. Ce que les gens pensent de moi, talentueuse, à l'écoute, ils pensent que je suis trop... Quand je dis chaude, pardon, bon arrêtement, impulsive. Certaines personnes pensent peut-être que, comme on dit dans notre jargon, elle se prend trop. Ou elle pense qu'elle a le monopole de l'art, du slam et tout. Et ça, c'est pas quelqu'un qui est extérieur à votre art qui va le dire. C'est quelqu'un avec qui vous êtes,
quelqu'un qui est dans votre milieu artistique, ce sont ces personnes-là. Parce que moi, je ne vois pas qui me connaît mieux que ces personnes-là. Ouais. Bon, quand je dis connaître, pas me connaître personnellement mais mon art ou mes idéologies par rapport au slam ou ce que je pense. Donc, effectivement, mais je dirais que sentiment mitigé, tout le monde a ses idées, a ses avis, mais qu'importe, moi, ce qui me concerne, c'est de faire plaisir à mes followers, à ceux qui me suivent, à ceux qui m'écoutent, à ceux qui aiment ce que je fais. Followers, tapez l'écran, mettez des likes, voilà, mettez des cœurs. à ce que je fais. Et on se cherche. On se cherche. On n'a pas besoin d'embrouille, voilà. quoi. On n'a même pas le temps. On n'a pas le temps. Et puis c'est ça. Et de toutes les façons, dans le slam, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de clash. Non, on n'a pas besoin de ça. On laisse ça aux artistes, chanteurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous aimez manger? Attiéké. Je savais. Je jure, depuis que j'ai vu sa tête sur mon plateau, là, je me suis dit, la fille, elle va dire attiéké. Attiéké avec ton, garba attiéké, hein, c'est attiéké. Oui, garba, parce qu'il y a beaucoup de formes attiéké. Garba, APS. Poisson à braise, APF, poisson soso. Donc, en tout cas, toutes les formes d'attiéké. Je mange. Sans retarder, voilà. On peut manger ça matin, midi, soir. On est dedans. À part le slam et le journalisme, qu'est-ce que vous savez faire que nous, par exemple, tes followers ne savent pas? En fait, ça me fait un tour dans la tête quand je dis followers. Avec un snap là qui passe souvent, je me dis... je dirais, tout tourne. En fait, ce que moi, je veux dire, c'est que je me suis pas éloignée de ce que je veux faire. D'accord. Donc, il n'y a pas autre chose. Tout ce que je fais rentre dans le cadre des médias. Oui, mais il y a quand même un tout petit talent caché, un talent culinaire, un talent de bricoleur, un talent de... j'aime... je chante. Je chante. Au-delà, mais dans mes slams, je ne chante pas forcément. Je ne chante pas. Mais je chante à côté de ça. Danser. La danse, c'est... Voilà. J'aime danser, j'aime chanter. J'aime la bouffe, mais j'aime pas préparer, comme je l'ai dit. Je sais cuisiner, mais j'aime pas. J'ai la flemme, tout simplement. Mais la danse, le chant... Donc, mon invitée du jour dit qu'elle sait slammer, elle sait chanter. Vous allez savoir ça dans 2 minutes. En tout cas, on va aller avec la dernière phase de ce grand entretien, qui est la phase finale tout à l'heure après le générique. La phase finale, c'est la phase de mot de la fin, mais cette fois-ci, ce sera un peu particulier. Moi, en tout cas, je veux entendre cette belle voix mélodieuse, cette voix qui est dans ce petit corps. Je veux l'entendre, cette forte voix, surtout, on va le dire. Parce que moi, j'ai été témoin de certains de tes slams. C'était vraiment bien. Un petit slam. Ou une musique. Le choix est là. Le choix. Bon, on va pas chanter si slameuse. Ah oui. Je peux pas chanter. Je peux pas chanter. Oui. Sont-elles belles? Les fleurs d'une enfance heureuse, détruites par les songes fallacieux d'un prétendu prophète. Sur les pas des gamins sevrés d'amour et d'écoute. En une journée, leurs rêves et leurs envies ont été déclarés prématurés car accusés d'être de ceux qui exécutent les danses macabres du sorcier de la cité. Le sortilège de ces pensées pernicieuses, les avis de cette société vicieuse. Aujourd'hui, chefs rebelles, ils sont nombreux à être à bout, à recevoir des coups, accusés d'avoir hypothéqué leur avenir, incarcérés, châtiés, abandonnés, plus que la fatigue de ces débrouillards aux yeux de ces blafards. On pouvait entendre les voix perdre leur portée, les cris qu'on désirait peindre en Picasso qui dorment dans la famine, tels des orpailleurs de mine. Ce sont eux, les faiseurs des lois. Là-bas, ils ont contré les larmes pour manier les armes pour le sort.
de l'endurcissement, épouser la rue et ses démons. La rue ne fait pas de cadeaux. Prends ton sac à dos et oublie qu'en hiver il y a le Père Noël. Apprendre à faire ses lacets, car ici les vols il y en a assez. La rue, elle est si peu soucieuse de ses habitants. Victime ou pas, elle le malmène. La mort, elle est à jamais votre sœur. Qu'elle vous frôle ou vous atteint, votre cœur acquiesce. C'est un enfant de la rue. Les décharges s'appuient, il vit d'incertitude. C'est un chégué. Pensez et dire que vous refusiez de vous laisser chosifier, que vous préfériez la mort, mais que vous restez des hommes debout. Le chant du coq, votre lève-tôt, si fort vous êtes du ghetto, tout s'estompera bientôt, et que le temps ne vous quitte jamais, vigile de la garde de nuit. C'est un enfant de la rue, les décharges s'appuient, il vit d'incertitude, c'est un chégué. C'est un chégué, c'est un chégué, poétesse Nimba. Chégué, que la poésie nous bénisse et que le slam nous guide. Je suis restée figée, hein. Sans me remuer, à faire comme ça. On dirait une enfant à qui on tient un bonbon. Tiens. Franchement, je pense que tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent ont senti la même émotion que moi ce matin. Franchement, merci encore. De rien, c'est ça. C'est vraiment porter des combats. Parce que moi, franchement, les chégués, comme j'aime les appeler, tous ces enfants qui portent des rêves, qui n'ont pas pu les réaliser, qui portent en eux des objectifs, mais qui ont vu leur avenir ou leurs rêves s'étioler comme ça. Franchement, moi je les porte, c'est pourquoi je les appelle chégués. Et ils le savent, donc qu'ils soient de près ou de loin, que la poésie vous bénisse et que le slam vous guide à moi. C'est ça, en tout cas, la prestation d'aujourd'hui rendra ma journée éblouissante. Je pense que de votre côté aussi, ce sera ça, hein. Il est donc 9h passées de 31 minutes dans ce studio, même heure partout à Conakry. Merci donc à Simankan et à Djena Bassangare qui sont derrière la baie vitrée. En tout cas, merci à toute la technique, à l'équipe, hein. Merci à notre invité du jour. Je suis bluffée. Merci beaucoup à vous. Merci à Kadi FM pour l'invitation. C'était la première invitation, c'était un problème. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes là et c'est vraiment un plaisir. Merci à tous ces médias qui permettent, qui donnent, qui tendent leur micro aux artistes, qui tendent leur micro aux femmes pour exprimer leur talent, pour exprimer leurs idéaux. C'est un plaisir et c'est un grand honneur pour nous de toujours être là, poussés par les médias, poussés par toutes ces personnes qui, dans l'ombre, nous connaissent et que peut-être nous, on ne connaît pas, mais qui nous donnent la place, qui nous donnent un siège, qui nous donnent un espace où s'exprimer. Merci à toute l'équipe. Voilà. Merci aussi à tous ceux qui nous regardent parce que c'est vous qui permettez que tout ceci se passe. C'est ça. Merci à vous tous. Et en tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices. On se retrouve donc demain mardi pour une nouvelle partie donc, de cette émission, la matinale, le réveil de Kadi. On se retrouve donc demain. Au revoir.